La grosse pomme est-elle en train de devenir un peu trop lourde pour son bien? Une étude récente a révélé que la ville de New York était en train de s'enfoncer. Et, tiens-toi bien, c'est à cause de ces gratte-ciel. Apparemment, il s'agit d'un phénomène de subsidence, qui se produit lorsque la surface de la Terre s'affaisse peu à peu ou s'enfonce soudainement. Les sédiments mousse qui se déplacent et le poids de la ville elle-même sont les responsables de cet affaissement. Bien, mais ne t'alarme pas trop. L'étude a révélé que New York s'enfonçait à un rythme de 1 à 2 mm par an. Bien sûr, cela ne semble pas beaucoup, mais certaines parties de la ville s'enfoncent bien plus vite que cela. Cette situation d'affaissement pourrait causer des problèmes à la métropole, d'autant plus qu'elle est déjà assez basse et qu'elle abrite plus de 8 millions d'habitants. Il est donc important que les autorités locales élaborent des stratégies pour faire face au risque croissant d'inondation et à l'élévation du niveau de la mer. Mais nous ne sommes pas sûrs que la construction de digues géantes soit la solution. Peut-être faudrait-il faire preuve d'un peu plus de créativité. Les géologues veulent s'assurer que nous sommes tous conscients du fait que la construction de nouveaux gratte-ciel près des côtes, des rivières ou des lacs pourrait contribuer au risque d'inondation à l'avenir. Nous devons donc y réfléchir à 2 fois avant de commencer à construire des gratte-ciel, à droite, à gauche. Dans des études récentes, des scientifiques ont calculé la masse totale de tous les bâtiments de la ville de New York, soit plus d'1 million d'entre eux, ce qui représente un total impressionnant de 764 milliards de tonnes. C'est une charge très importante. Certes, ils n'ont pas inclus le poids des routes, des trottoirs, des ponts et des autres zones pavées, alors tu ne peux qu'imaginer le poids supplémentaire qui s'ajoute à la ville. Mais même avec ces limites, les chercheurs ont réussi à prendre en compte la géologie complexe du sous-sol de New York, notamment les dépôts de sable, de limon et d'argile, ainsi que le bon vieux substrat rocheux. Ils ont découvert que certains types de sols, comme l'argile et les remblais artificiels, étaient postés plus sujets à l'affaissement. En revanche, la roche-mère reste assez ferme et maintient les gratte-ciel en place. Au moins, nous n'avons pas à craindre que l'Empire State Building fasse un plongeon de sitôt. En comparant leurs modèles sophistiqués aux données satellitaires, les chercheurs ont créé une carte de la ville montrant les endroits où l'affaissement se produit. Et devine quoi? L'urbanisation croissante et tous les pompages et assèchements des eaux souterraines ne font qu'aggraver la situation. Il est grand temps de commencer à protéger nos ressources. Tu ne penses pas? Je ne ferai pas mes valises tout de suite, car New York n'est pas la seule ville à sombrer. Jakarta, l'actuelle capitale de l'Indonésie, est elle aussi en train de sombrer. En fait, certaines parties de la ville pourraient être submergées d'ici à 2050. C'est un peu comme une nouvelle Atlantide. Plus de 30 millions d'habitants de Jakarta sont en train de décider s'ils devront déplacer la ville entière. S'il y a une ville dont on devrait s'inquiéter qu'elle coule, c'est bien Venise. Mais pourquoi est-elle si impatiente de plonger, nous diras-tu? Eh bien, laisse-nous t'apprendre la vérité. Venise a décidé de s'étendre sur une lagune marécageuse, avec des fondations souvent insuffisantes. Au fil du temps, le sol n'a plus tenu et s'est compacté comme de la guimauve. En outre, la ville a pompé ses eaux souterraines comme s'il ne devait pas y avoir de lendemain. Et la cerise sur le gâteau, c'est que le niveau de la mer s'élève lentement. Et devine quoi? La facétieuse tectonique des plaques s'amuse à pousser la plaque adriatique sous les Apennines, ce qui donne à Venise une pression supplémentaire vers le bas. En outre, la ville a pompé ses eaux souterraines comme s'il ne devait pas y avoir de lendemain. Et la cerise sur le gâteau, c'est que le niveau de la mer s'élève lentement. Et devine quoi? La facétieuse tectonique des plaques s'amuse à pousser la plaque adriatique sous les Apennines, ce qui donne à Venise une pression supplémentaire vers le bas. Quelqu'un a eu la brillante idée d'arrêter le pompage des eaux souterraines, pensant ainsi mettre fin à toutes ces histories d'affaissement. Mais ne t'emballe pas trop. Une nouvelle étude a révélé que cet affaissement ne s'était pas complètement interrompu pour autant, mais qu'il avait simplement ralenti. Il s'avère que l'ensemble de la zone penche légèrement vers l'est, Venise étant perchée sur la partie la plus élevée. Tu dois te demander de combien Venise s'enfonce en un an, n'est-ce pas? Eh bien, prépare-toi à un choc. La ville s'enfonce également à un rythme d'1 à 2 mm par an, tout comme New York.
À cette vitesse, au cours des 20 prochaines années, elle pourra être s'enfoncer d'un design de centimètres sous le niveau de la mer. Pour éviter de se transformer en un véritable aquarium vénitien, les habitants érigent sans cesse des barrières spéciales pour empêcher l'eau de s'engouffrer dans la lagune. Mais prends ton mal en patience, car ce projet connaît plus de retard que prévu. Oh, et as-tu remarqué la charmante ambiance rétro de Venise? Ce n'est pas seulement parce qu'ils sont fans du look vintage. Les eaux salées ont exercé des ravages sur les bâtiments, car les niveaux d'eau ont constamment mis l'imperméabilisation d'origine à l'épreuve. À présent, l'eau s'est rapprochée des fondations et les rez-de-chaussée de nombreuses maisons ne sont plus assez sûrs pour être habités. Très bien, mais quand Venise plongera-t-elle finalement dans l'abîme? Difficile à dire avec certitude. La subsidence et la montée du niveau de la mer sont aussi lentes et imprévisibles qu'une tortue en plein marathon. Mais certains experts ont prévenu que si les choses continuaient ainsi, Venise pourrait faire le dos rond sous les vagues d'ici à 2100. N'ayez nulle crainte toutefois. Les autorités locales font de leur mieux pour éviter que ce joyau flottant de patrimoine ne vire au film catastrophe hollywoodien. N'annule donc pas pour autant ton excursion à Venise. La Nouvelle-Orléans connaît également une situation particulière en matière d'eau. Vois-tu, à l'origine, cette ville animée n'a été construite qu'à peine au-dessus du niveau de la mer. Et aujourd'hui, elle s'enfonce peu à peu. À l'époque où le quartier français commençait à se développer, les habitants ont dû se débrouiller avec ce qu'ils avaient. Ils ont trouvé le meilleur terrain possible, mais ils n'étaient qu'à quelques dizaines de mètres au-dessus du niveau de la mer. N'oublions pas que le reste de la ville est aussi plat qu'une crêpe, les zones autour du quartier français étant juste un peu plus basses. Même s'ils savaient qu'ils auraient à faire face à quelques inondations, les habitants de la Nouvelle-Orléans, pleins de ressources, ont fait de leur mieux pour élever leur maison au-dessus des terres inondables qu'ils avaient choisies comme lieu de résidence. Et ce n'est pas tout. Le sol de la Nouvelle-Orléans est aussi instable qu'une assiette de flan. Les architectes ont dû s'en tenir à des constructions trapues, car ils craignaient que le sol ne puisse supporter le poids de structures plus élevées. Ils ont préféré jouer la carte de la sécurité en s'en tenant à 2 étages, ou 2 étages et demi. C'est là que les choses deviennent intéressantes. La ville a installé un système de drainage sophistiqué dans les années 1900, pensant qu'il résoudrait ses problèmes d'eau. Bien qu'il ait été utile pour les marécages, il a aspiré par inadvertance la vie du sous-sol. Et oui, celui-ci s'est donc retrouvé à sec, dépourvu de suffisamment d'eau et de sédiments pour le maintenir stable. En conséquence, ces anciens marais se sont précipités dans la brèche, comme s'il s'était agi de concours de sable mouvant. Dans les années 1930, la situation s'est encore aggravée. Un tiers de la ville se trouvait sous le niveau de la mer, et, au moment de l'ouragan Katrina, ce chiffre est passé à environ 50%. Et ça ne s'est pas arrêté là. Le niveau de la mer a décidé de se joindre à la fête, en gonflant plus vite qu'un ballon de baudruche. Désormais, non seulement la Nouvelle-Orléans s'enfonce, mais la région environnante se trouve également à différents degrés sous le niveau de la mer. Que pouvons-nous faire face à l'affaissement des villes? Nous pourrions par exemple gérer un peu mieux notre consommation d'eau. Nous ne pouvons pas continuer à aspirer les eaux souterraines de la terre comme si de rien n'était. Il nous faut trouver de nouveaux moyens d'étancher la soif de nos centres urbains. Pense-y. Nous pourrions purifier les eaux de surface, ou même transformer l'eau de mer salée en une solution propre à la consommation. Bien entendu, nous aurons besoin d'une grande quantité d'énergie pour que tout cela fonctionne. Et tant qu'on parle de gestion urbaine de l'eau, laisse-nous te parler d'une ville au Danemark appelée Nij. Ses habitants ont tout compris. Ils récupèrent l'eau de pluie et l'utilisent pour alimenter leurs toilettes et leurs machines à laver. Quelle ingéniosité! Voilà ce que j'appelle un éclair de génie. À ce jour, il y a environ 400 millions d'utilisateurs actifs mensuels dans les mondes virtuels. Le futur de science-fiction que nous attendions est donc déjà là. Mais la technologie n'est pas qu'une question de jeu et de divertissement. Elle est aussi là pour nous faciliter la vie. Et ces inventions en sont la preuve. Alors, attache ta ceinture, on va se téléporter dans un futur proche pour voir à quoi ressemblera une journée typique. Tu sors de ton lit et tu te diriges vers la cuisine pour le petit déjeuner, ou plutôt vers ton réfrigérateur intelligent.
Les plus grandes entreprises mondiales de technologie et d'électroménager travaillent depuis un certain temps déjà à la mise au point de réfrigérateurs dotés de fonctionnalités époustouflantes. Ceux-ci peuvent scanner le contenu qui est stocké afin de savoir quels sont les produits qui manquent. Leurs écrans tactiles intégrés affichent de nombreuses informations, de ton emploi du temps à un diaporama de photos de famille. Comme n'importe quel autre appareil sans fil, ils peuvent être connectés à ton réseau Wi-Fi. Une fois connectés à l'Internet, ils peuvent interagir avec les autres appareils connectés de la maison. Ainsi, tu pourras même déplacer l'émission que tu regardais dans ton salon vers l'écran tactile de ton réfrigérateur intelligent et ne pas manquer le twist final. Cet écran t'indiquera également quels articles tu dois commander et quand, et te recommandera des recettes en fonction des ingrédients que tu as déjà au frigo. Le système qui régit ces nouveaux réfrigérateurs améliorés s'appuie sur le code barre ou les étiquettes d'identification par radiofréquence dont sont munis les emballages des produits alimentaires. Ces étiquettes sont déjà utilisées par les fabricants et les supermarchés pour gérer les stocks et les expéditions. En scannant les étiquettes ou les codes barres, le réfrigérateur peut accéder à des informations telles que les dates de péremption, ce qui lui permet de tenir un inventaire précis des produits. Et si tu te demandes combien te coûtera un réfrigérateur qui t'envoie une liste de courses personnalisée, sache que ça va de 2 000 à 5 000 euros. Bref, ton réfrigérateur intelligent t'avertit que ton lait est périmé. Il est temps d'aller faire les courses. Mais ne te fatigue pas à aller chercher ton portefeuille. Tu n'auras plus besoin d'argent liquide ni de carte de crédit pour faire tes courses. Tout cela sera possible grâce aux minuscules micropuces qui pourront être implantées dans ta main. Mais ne te réjouis pas non plus trop vite. Une telle puce ne te transformera pas en super cyborg pour autant. Cette technologie existe déjà dans les clés de maison numériques, les billets électroniques et les cartes bancaires. Ce qui les différencie désormais, c'est qu'une fois le processus d'implantation terminé, elles seront reliées à tous tes comptes en ligne. Cela te permettra d'ouvrir ta porte d'entrée, de monter dans le bus ou le train et de faire tes courses d'un simple geste du poignet. Tu rentres chez toi et tu as enfin ton café du matin, avec du lait. Il est maintenant temps de te préparer quelque chose à manger. Quelle corvée! Ou peut-être pas, grâce à ton cyberchef. En 2015, une entreprise de robotique a bouleversé le monde culinaire en présentant sa nouvelle invention. Un robot qui cuisine avec des mains géantes. Ce maître cuisinier est préprogrammé avec des milliers de recettes de chefs humains de renommée mondiale, de sorte que tu n'auras plus besoin de chercher sur Internet pour savoir comment faire la tarte parfaite. Le robot baptisé Mollet peut tout faire. De verser à remuer, mais malheureusement, il ne peut pas préparer les ingrédients pour les recettes qu'il va réaliser. En tout cas, pas encore. Au fait, est-ce une si bonne idée de donner un couteau à un robot ? Quoi qu'il en soit, si tu prépares toi-même les ingrédients et que tu les places dans des récipients spéciaux, il reconnaîtra ceux qu'il est censé utiliser. Une fois la préparation des aliments terminée, il nettoiera également les surfaces. Mollet peut planifier et adapter ses recettes en fonction de tes préférences alimentaires et de tes apports caloriques. Cependant, tu peux aussi ajouter tes propres recettes à sa liste grâce à l'écran tactile. Et il peut recréer le ragoût de ta grand-mère avec une précision de 100%. Mais tu sais quoi, avec le montant que tu vas devoir débourser pour te procurer Mollet, qui est pour l'instant de 340 000 €, tu pourrais aussi bien engager un chef personnel. Et ce chef, lui, pourra même préparer les ingrédients à ta place. Alors que midi sonne, tu reçois un SMS de ta mère. Elle te rappelle sa visite, qui aura lieu dans 1 heure. Tu jettes un coup d'œil à ton appartement et tu réalises que tu n'as pas fait le ménage depuis un bon moment. Elle ne doit pas le voir dans cet état. C'est là que les super combinaisons peuvent s'avérer utiles. Le Guardian XO est un exosquelette rechargeable, mécanique et alimenté par batterie, conçu pour te rendre plus rapide et plus fort. Grâce à ses moteurs électriques et à un ensemble de 120 capteurs corporels ultra précis, il combine l'intelligence, l'instinct et le jugement humain avec l'endurance et la précision des machines. Il peut augmenter ta force et te permettre de soulever jusqu'à 90 kg de poids, comme si tu soulevais une plume. Et il ne limitera pas tes mouvements. Tu peux donc nettoyer sous ton canapé, ton lit ou ton réfrigérateur intelligent assez facilement et rapidement avant l'arrivée de ta mère. Mais ne te fais pas trop d'illusions. Il n'a pas la technologie nécessaire pour te permettre d'arrêter un bus comme Superman, ou de sauter par-dessus les immeubles comme Neo. Il n'est donc pas vraiment fait pour sauver le monde, mais il peut certainement te sauver la vie si tu emménages dans une nouvelle maison.
Et ce qui est génial, c'est que tu peux t'en procurer un dès aujourd'hui, à condition d'avoir 100 000 € par an à débourser pour payer son loyer. Bon, tu as fait le ménage si vite qu'il te reste encore un peu de temps avant que ta mère n'arrive. Autant aller courir un peu. Car grâce à ton costume, tu n'as pas brûlé beaucoup de calories en faisant le ménage. Alors attrape tes baskets futuristes et c'est parti! Cette chaussure, ressemblant à une créature, appelée Cryptid Sneaker, est entièrement imprimée en 3D. Elle est fabriquée à partir d'un seul matériau, un polymère spécial appelé élastomère thermoplastique. Ce matériau varie en épaisseur ou en finesse à différents endroits, ce qui signifie que certaines parties de la chaussure deviennent plus rigides, les autres restent souples et flexibles. La chaussure est donc ergonomique et confortable, en plus d'être facile et rapide à fabriquer. La chaussure entière peut être imprimée en une seule fois et ne nécessite ni collage ni couture. Et le plus beau, c'est que sa forme peut être adaptée à ton pied. Pour cela, il suffit de scanner ton pied en 3D. Tu rentres chez toi juste à temps pour accueillir ta mère. Elle veut que vous passiez un après-midi tranquille à lire ou à regarder quelque chose. Tu penses que c'est une excellente idée et tu lui montres ton nouveau livre préféré. Elle en parcourt les pages, mais tu remarques qu'elle a du mal à lire les mots, qu'elle plisse les yeux. Si seulement je pouvais zoomer sur les pages du livre comme je peux le faire avec tes photos Instagram, dit-elle, tu as justement ce qu'il lui faut. En 2019, une équipe de chercheurs a créé une paire de lentilles de contact qui zoome lorsque tu clignes 2 fois des yeux. Chaque mouvement oculaire que tu fais produit des signaux électriques distincts. Ces lentilles de contact contiennent des électrodes qui peuvent suivre ces signaux et réagir en conséquence. Les polymères qui les composent se dilatent lorsqu'un certain courant électrique est appliqué. Ainsi, lorsque tu clignes 2 fois des yeux, les lentilles augmentent leur grossissement et tout paraît 32% plus grand. Cependant, il semble qu'il faille attendre un peu pour commencer à les porter. Les chercheurs tentent encore de trouver un moyen de les fabriquer avec le même matériau que les lentilles de contact ordinaires, afin qu'elles soient plus sûres pour un usage quotidien. Outre les lentilles zoom, d'autres chercheurs travaillent à la création de ce qu'ils appellent des lentilles intelligentes. Elles seront dotées d'écrans micro-LED presque invisibles et plus petits qu'un grain de sable, de minuscules capteurs de navigation, de capteurs d'image et de batteries presque microscopiques. Elles te guideront dans les villes que tu ne connais pas et te donneront des informations sur les bâtiments et les habitants. Voyager deviendra un jeu d'enfant. Une chance que tu aies gagné au loto pour payer tout ça, n'est-ce pas? Attends, tu n'as pas gagné au loto? Bon, il reste toujours Instagram. Testons rapidement ton âge. Si tu sais ce qu'est ce morceau de plastique carré, tu as dû utiliser un ordinateur dans les années 90. Bingo! Il s'agit d'une disquette, l'ancêtre du cloud et des clés USB. La première disquette a été inventée par IBM dans les années 60 et on pouvait y stocker jusqu'à 360 kilooctets de données. Elle a reçu le surnom anglais de floppy disk parce que la disquette d'origine était emballée dans une enveloppe en plastique souple. Elle a rapidement été remplacée par un boîtier plus rigide qui contient toujours les disquettes standards de 3,5 pouces. Une fois inséré dans le lecteur de ton ordinateur, il utilise une tête de lecture-écriture pour encoder magnétiquement des données sur la surface du disque sous la forme de minuscules pointes magnétiques. Ces points représentent le code binaire, le langage des ordinateurs. Lorsque tu souhaitais accéder à tes données, la tête de lecture-écriture balayait la surface du disque et traduisait ces points magnétiques en fichiers. Bien que sa capacité maximale soit de moins de 3 mégaoctets, la disquette est toujours utilisée aujourd'hui et pas seulement en tant qu'icône de sauvegarde sur ton ordinateur portable. La technologie des disquettes est encore utilisée dans certains avions. Par exemple, le Boeing 747-400, pour stocker et transférer des données. Les logiciels utilisés dans ce domaine sont parfois anciens et incompatibles avec les dispositifs de stockage modernes, si bien qu'il n'y a pas d'autre solution que de s'en remettre aux disquettes. Certaines industries, comme les entreprises de broderie, doivent faire de même, car leurs machines vivent elles aussi dans le passé. C'est pourquoi on trouve encore des services qui rachètent des disquettes dont on ne veut plus et les revendent après les avoir nettoyées. Une disquette a beaucoup de points communs avec une cassette audio. Toutes deux ont une fine base en plastique, peuvent enregistrer instantanément des informations, être utilisées plus ou moins à l'infini et sont peu coûteuses. C'est la raison pour laquelle la cassette est encore très utilisée aujourd'hui. En 2016, le magazine Rolling Stone a publié une interview du propriétaire de la National Audio Company, un fabricant de cassettes qui en vendait environ 100 000 exemplaires par jour.
Ils recevèrent des commandes de toutes sortes d'artistes et de styles musicaux. Il était même possible d'obtenir un album de Justin Bieber sur cassette. Outre son prix modique, cette ambiance rétro-cool doit être à l'origine de sa popularité. Les beepers sont une invention du milieu du XXe siècle, qui a d'abord été utilisée par les médecins de la région de New York. Ils payaient $12 par mois pour ce service et recevaient des messages dans un rayon de 40 km autour de la seule tour émettrice. Ce petit engin est devenu incroyablement populaire dans les années 80 et 90. Et au cas où son bip sonore t'aurait échappé, il est toujours là, utilisé par les ambulanciers, les médecins et les sauveteurs en mer. Les beepers peuvent durer une éternité avec une seule charge, contrairement aux problèmes de batterie des smartphones que nous connaissons tous trop bien. De plus, ces gadgets peuvent résister au choc, ce qui les rend parfaits pour ceux qui travaillent dans des environnements difficiles. Ils sont également beaucoup plus faciles à utiliser que nos smartphones sophistiqués, ce qui est un avantage pour les personnes âgées. De plus, au lieu de dépendre des tours de téléphonie cellulaire, les beepers utilisent la bonne vieille radio FM pour envoyer des messages. Cela les rend très fiables, en particulier dans les zones non desservies par le Wi-Fi ou le réseau téléphonique, comme la campagne ou la nature sauvage. C'est aussi utile pour les ornithologues au Royaume-Uni qui comptent sur ces beepers pour obtenir des informations instantanées sur les oiseaux rares. Peut-être l'un des plus vieux gadgets du monde, le boulier, est encore utilisé aujourd'hui. Il semblerait que sa première version remonte à 2400 ans avant notre ère. Les Babyloniens utilisaient une pierre plate recouverte de sable ou de poussière. Ils dessinèrent des mots et des lettres dans le sable, puis on finit par ajouter des chiffres et des cailloux pour faciliter les calculs. Au fil des siècles, les cultures du monde entier ont développé leur propre version de cet engin, de l'Égypte et de la Grèce aux Indes, en passant par le Japon et jusqu'aux Amériques. Des millions de personnes issues de ces cultures et d'autres utilisent encore le boulier au XXIe siècle. L'une des principales raisons en est que le boulier ne dépend pas de l'électricité et qu'il est super bon marché par rapport aux gadgets modernes. C'est un outil formidable pour enseigner les mathématiques à la jeune génération, car il est très intuitif. Il n'est pas nécessaire de mémoriser des tables de multiplication à n'en plus finir. Tout est là, juste devant toi. Dans certains cas, un boulier peut même surpasser une calculatrice. Tu peux entrer des chiffres sur cet ancien outil plus rapidement que sur une calculatrice. Mais il sera toujours plus lent pour les mathématiques plus complexes comme la division ou le calcul des cubes. Au XIXe siècle, l'Écossais Alexander Bain a décidé de trouver un moyen d'envoyer non seulement des signaux, mais aussi des images par câble. En tant qu'horloger, il était doué en mécanique et a mis au point ce qu'on appelle le télégraphe chimique. Il a utilisé les signaux électriques que les opérateurs de télégraphe envoyaient déjà. Ces signaux voyageaient à travers un papier spécial imbibé d'un produit chimique. Lorsque les signaux touchaient le papier, le produit chimique s'évaporait, laissant derrière lui des marques de code Morse. C'est ainsi qu'avant même le téléphone, Bain a inventé le grand-père du fax moderne. Le descendant de cette technologie est encore utilisé dans la majorité des hôpitaux américains. Il dispose, bien sûr, de dossiers numériques, mais il ne les partage pas avec d'autres institutions dans une immense base de données numériques. Ainsi, lorsqu'ils doivent envoyer les données d'un patient, ils le font à l'ancienne. Ils impriment, par exemple, une échographie et l'envoient ensuite par télécopieur. Cette méthode fonctionne également pour les différents services d'un même hôpital. Comme de nombreux jeunes employés n'ont jamais vu un fax de leur vie, le processus ne se déroule pas toujours de manière fluide et rapide. Avant d'être lancé dans l'espace, un objet subit toute une série de tests pour s'assurer qu'il peut supporter les radiations cosmiques qui s'y trouvent. Mais la plupart des objets de haute technologie qui flottent actuellement dans l'espace ont été mis au point il y a plus de 10 ans. Tous ces satellites et autres engins spatiaux sont généralement bien en retard par rapport aux dernières technologies grand public. Ton smartphone est probablement plus avancé que le rover Curiosity qui explore la planète Mars. Il fonctionne à l'aide d'un processeur qui ressemble beaucoup à celui des iBooks de la fin des années 90. La raison en est que les engins spatiaux doivent être extrêmement fiables et qu'ils utilisent donc des composants qui ont fait leurs preuves. As-tu un frisson de nostalgie lorsque tu entends le son de ton ordinateur se connectant à Internet par l'intermédiaire d'une ligne téléphonique? Si tu n'as aucune idée de ce dont on parle, il s'agit d'une connexion à distance, utilisant un modem qui agit comme un pont entre ton ordinateur et la ligne téléphonique. Lorsque tu voulais surfer sur le web, ton ordinateur composait un numéro spécial fourni par ton fournisseur d'accès Internet. Ce numéro menait à leurs serveurs informatiques. La connexion était beaucoup plus lente que celle à laquelle nous sommes habitués aujourd'hui et émettait un son strident pendant tout le processus. Rien qu'en Amérique, des millions de personnes utilisent encore cette technologie pour accéder au web.
Ils sont obligés de le faire parce que, dans de nombreuses zones rurales, il n'y a tout simplement pas d'autre choix. L'un de ces ordinateurs qui occupe toute la place dans les livres d'histoire est toujours en activité dans les bureaux de l'entreprise de filtration d'eau Sparkler Filters au Texas. Il s'agit d'un IBM de 1948, sans mémoire, qui utilise des cartes perforées pour ses calculs. Il peut lire des cartes perforées à une vitesse comprise entre 80 et 150 par minute. Il a également besoin que les programmes soient physiquement câblés à son tableau de connexion. Après avoir accompli chaque tâche, il te faut fermer le programme. Pour les logiciels, l'ordinateur s'appuie sur un programme appelé MoCAS, qui existe depuis 1958 et qui permet de suivre les contrats et les paiements. Au fil des ans, MoCAS a subi quelques modifications, comme l'accès à l'écran vert, que tu as peut-être vu dans les banques ou les compagnies aériennes. Ils ont également ajouté d'autres éléments, notamment de nouvelles interfaces, pour que le programme puisse fonctionner plus longtemps que quiconque ne pourrait l'imaginer. Cet ordinateur de première génération gère encore environ 3 000 milliards de dollars de transactions pour 340 000 contrats. On a envisagé de le remplacer, mais le coût en serait beaucoup trop élevé. On dit que le futur est juste au coin de la rue. Eh bien, non. Le futur est déjà là. Et ces super nouvelles inventions sont là pour le prouver. Qui sait? Elles pourraient même t'aider, et aider aussi la planète. Ce robot est inarrêtable. Et ne t'inquiète pas, il ne va probablement pas prendre le contrôle du monde. Enfin, j'espère. Ça, c'est ce qu'on appelle un robot liane. Ce qui le différencie des autres robots souples, c'est qu'il est particulièrement tenace quand il s'agit de traverser des terrains difficiles et des espaces étroits, ce qui en fait un instrument parfait pour les missions de recherche et de sauvetage. L'idée de cet appareil nous vient des lianes. Ces inventeurs se sont inspirés de la façon dont une liane se déplace et grandit. Ils ont donc commencé à réfléchir aux façons dont ils pourraient reproduire le même mouvement chez un robot. Finalement, ils ont élaboré un design simple qui ne nécessite aucun matériel coûteux. Tout ce dont ils ont eu besoin, c'est de tubes hermétiques. Tu te souviens de ces jouets remplis d'eau? Moi? Oui. Eh bien, leur robot fonctionne de la même manière. Ensuite, pour qu'ils grandissent à partir de la pointe, ils ont utilisé de l'air comprimé. Et voilà établi les bases de leur invention. C'est tellement simple que tu pourrais construire un de ces robots en 1 minute ou moins. En plus d'être facile à reproduire, leur appareil offre d'autres avantages. Il peut entrer dans des espaces 4 fois plus petits que sa taille d'origine. Les surfaces collantes et les objets tranchants ne l'affectent pas tant que la pression de l'air continue d'être appliquée. Ces inventeurs ont, bien sûr, amélioré leurs produits et créé différentes versions afin que le robot puisse effectuer diverses tâches. Par exemple, ils ont ajouté une caméra à son extrémité, ce qui le rend idéal pour des choses comme l'archéologie. Et le robot a même été emmené dans les Andes, au Pérou, pour enquêter sur des puits très étroits sous un site archéologique. Il a réussi à explorer 3 tunnels. Cependant, l'utilisation des robots lianes ne sera pas limitée au sous-sol. Ils pourraient aussi servir à l'exploration spatiale. Lorsqu'on le projette dans quelque chose comme du sable, l'air comprimé se fluidifie, et cela permet aux robots lianes de creuser dans des matériaux granulaires. Ainsi, la NASA peut l'utiliser pour étudier les surfaces d'autres planètes. Mais il nous réserve encore une surprise. Une version miniature de robot liane pourrait potentiellement être utilisée pour des procédures médicales comme l'intubation, rendant le processus plus rapide et plus facile. Super polyvalent. Qui sait ce qu'il pourra faire d'autre à l'avenir? Ces capsules ne sont pas pour être avalées. Les mini-maisons et les camionnettes habitables sont à la mode depuis un certain temps maintenant. Mais les camions nécessitent de l'essence et les mini-maisons requièrent une certaine infrastructure. Les éco-capsules, en revanche, ne requièrent rien. Ces micro-unités en forme d'œuf sont des capsules autosuffisantes à 100%. Et tu peux les placer où tu veux pour vivre à l'écart, sans faire de mal à la nature. Si toutes les sources d'énergie non renouvelables se tarissaient d'un coup, tu serais quand même capable de vivre confortablement pendant plusieurs mois grâce aux éco-capsules. Pas besoin de passer immédiatement en mode survie. Les éco-capsules peuvent être utilisées comme des stations de recherche ou même comme des chambres d'hôtel.
Elles ont une superficie de 8,2 mètres carrés et sont équipées d'un système intelligent. Elles sont dotées d'une chambre pour deux, d'une kitchenette, d'une douche et de toilettes, d'un espace de rangement et même de prise. Elles produisent leur propre électricité grâce à une éolienne fixée à un mât télescopique et sont recouvertes de panneaux solaires. Leur forme leur permet de recueillir l'eau de pluie. L'eau de pluie qui tombe sur leur surface est recueillie dans des réservoirs où elle est ensuite filtrée et prête à l'emploi. S'il ne pleut pas pendant un certain temps, les réservoirs peuvent quand même être remplis à partir d'autres sources, comme un lac ou une rivière. Et en ce qui concerne l'eau potable, des filtres supplémentaires sont installés directement sur les robinets. Et ce qu'il y a de mieux dans ces éco-capsules, c'est qu'elles ont presque zéro émission et une empreinte carbone nulle. Ainsi, chaque habitant d'une éco-capsule participe de manière essentielle à sauver le monde. Ce robot en slime magnétique a l'air dégoûtant et effrayant. Mais en fait, il est révolutionnaire. Ce robot en forme de goutte est fait d'un polymère synthétique soluble dans l'eau, de borax et de particules magnétiques. C'est un fluide non newtonien qui a des propriétés viscoélastiques, ce qui signifie qu'il peut agir à la fois comme un liquide et un solide selon le niveau de pression qui lui est appliqué. En gros, lorsque tu le touches rapidement, il réagit comme s'il était solide. Et lorsque tu le touches doucement et lentement, il réagit comme s'il était liquide. Moi, si tu me mets la pression, je fonds comme une flaque. Alors je connais bien. Les minuscules particules d'aimant à l'intérieur du slime le rendent capable de bouger. On les contrôle pour faire avancer le robot, pour le faire tourner ou prendre différentes formes, comme un C ou un O. Il peut prendre n'importe quelle direction. Et à première vue, rien ne peut l'arrêter dans sa course. Il peut se glisser dans des passages de 1,5 mm, contourner des objets et atteindre une vitesse de 30 mm par seconde. Ce qui est encore plus révolutionnaire, c'est qu'il peut s'étirer jusqu'à 7 fois sa longueur d'origine, saisir plusieurs choses simultanément et même étendre ses tentacules dans différentes directions. Il a été démontré qu'il est capable de conduire l'électricité et de rassembler des fils, ce qui lui donne la capacité de commuter et de réparer des circuits. À l'avenir, les créateurs de ce slime espèrent qu'il pourra être utilisé pour des procédures médicales, comme récupérer des objets qui sont avalés par accident. Désolé, je ne peux pas m'en empêcher. De plus, si l'objet avalé est quelque chose de toxique, comme une petite pile, le slime pourrait également être utilisé pour l'envelopper et empêcher les électrolytes toxiques de fuiter dans le corps. Cependant, les particules magnétiques à l'intérieur du slime sont elles-mêmes toxiques. Mais les chercheurs les ont enrobées de silice pour rendre le robot sûr lors de cette application hypothétique. La chose la plus cool à propos du robot slime, c'est qu'il a la capacité de s'auto-réparer. Cela signifie qu'il peut se régénérer si on le coupe en morceaux, sans l'aide de sources externes. Et il peut également maintenir ses capacités électriques après sa guérison. On dirait vraiment de la science-fiction. Mais tu peux te tranquilliser, le slime n'est pas conscient. Du moins pas pour l'instant. Voici la transparence dont nous avons tous besoin. Lorsque tu penses aux panneaux solaires, tu imagines immédiatement de grands carrés noirs montés sur les toits, n'est-ce pas? Eh bien, les panneaux solaires transparents vont tout changer. Les panneaux solaires créent de l'énergie en absorbant la lumière du soleil et en la convertissant en électricité. Si le matériau dont ils sont faits est transparent, cela signifie que la lumière peut passer au travers. Par conséquent, un panneau solaire transparent était autrefois une idée contradictoire. Cependant, en 2014, des scientifiques de l'Université du Michigan ont réussi à trouver une solution à cette contradiction et à développer un concentrateur solaire luminescent entièrement transparent qui peut transformer n'importe quelle feuille de verre ou fenêtre en cellules solaires. Ces concentrateurs solaires transparents sont composés de sels organiques. Ils capturent les longueurs d'onde du spectre solaire qui sont invisibles à l'œil humain, comme l'ultraviolet et l'infrarouge, et laissent passer la lumière visible normale. Ces longueurs d'onde sont ensuite guidées vers les bords de la cellule, où de fines bandes de cellules solaires conventionnelles les transforment en électricité. Les chercheurs espèrent aider à rendre l'énergie solaire abordable, donc populaire.
à tel point qu'ils envisagent également d'utiliser des cellules solaires transparentes comme écran pour les smartphones ou les tablettes. Finis la course vers le chargeur quand tu vois qu'il ne te reste plus que 1% de batterie. On s'attend à ce que les panneaux solaires transparents puissent t'offrir un rendement de 10% une fois que la production de masse aura commencé. Cela ne semble pas beaucoup. Mais si ces panneaux peuvent être installés sur chaque fenêtre de chaque maison ou immeuble de bureau, imagine. Ils peuvent, à coup sûr, contribuer à changer l'avenir. Votre téléphone a besoin d'une nuit entière pour se recharger, n'est-ce pas frustrant? Un chercheur d'origine indienne propose une solution innovante. Il a mis au point une méthode ultra rapide permettant de recharger vos ordinateurs portables et téléphones en 1 minute à peine. Imaginez une batterie entièrement rechargée pendant que vous vous brossez les dents. De plus, vous pouvez également recharger votre voiture électrique en seulement 10 minutes. Ankur Gupta, le brillant cerveau derrière cette découverte, ainsi que son équipe de chercheurs de l'Université du Colorado, ont trouvé un moyen de faire se déplacer des particules chargées très rapidement à travers de minuscules pores. Cette avancée pourrait permettre de créer des dispositifs de stockage d'énergie extrêmement efficaces appelés supercondensateurs. Non seulement ils se rechargent très rapidement, mais ils ont également une durée de vie bien supérieure aux batteries traditionnelles. Si l'on en croit les experts, cette efficacité réside dans le déplacement optimal des ions. Samsung se prépare à introduire une véritable révolution. Voici Bali, un robot domestique sphérique conçu pour convaincre même les plus sceptiques d'adopter un assistant à domicile. Dans le passé, Samsung nous avait déjà donné un aperçu de ce qui allait arriver, laissant courir des rumeurs sur Bali dès l'année 2020. Mais cette attente touche à sa fin, car il se lance dès à présent dans la création de ce robot domestique polyvalent. Samsung promet que vous pourrez acquérir votre propre Bali dès 2024. Il n'y a pas encore de détails précis sur les prix, mais aucune des fonctionnalités de Bali ne nécessitera d'abonnement, ce qui est une bonne nouvelle. Néanmoins, Samsung n'est pas seul dans cette course pour se ménager une place dans votre salon. LG les suit de très près et se targue de son propre robot domestique qui doit faire son entrée en grande pompe à partir de 2025. La Squad Solar City Car pourrait bien être la voiture la plus novatrice sur le marché. Ce véhicule innovant est la première voiture au monde alimentée par l'énergie solaire, conçue pour la mobilité urbaine et périurbaine. C'est la solution idéale pour réduire les émissions et la congestion en ville, que vous la partagiez avec des amis ou que vous rouliez en solo. Imaginez la simplicité d'une mobilette associée à tout le confort et à la sécurité d'une voiture. Voici ce que Squad entend nous proposer. Et dites adieu aux soucis de stationnement, aux embouteillages et aux péages urbains. Cette voiture représente une véritable évolution. Squad se recharge grâce à l'énergie solaire, ce qui la rend aussi respectueuse de l'environnement qu'économique. Grâce à son design épuré et sa taille compacte, se garer devient un jeu d'enfant. Vous pouvez garer 3 squads dans l'espace d'un SUV familial. En outre, avec des batteries interchangeables et un espace de stockage généreux, cette voiture est aussi pratique qu'amusante. Je parie qu'il y a une fonction corporelle que vous prenez pour acquise, celle d'aller aux toilettes. Vous savez, ce mécanisme qui nous indique exactement quand il est temps d'uriner. Cependant, pour certaines personnes souffrant de lésions de la moelle épinière ou de maladies comme la sclérose en plaques, cette connexion entre le cerveau et la vessie peut être perturbée, causant divers problèmes. MediThings, une entreprise innovante de Corée du Sud, a développé une solution prometteuse. Ils ont créé un ingénieux patch portatif qui utilise la technologie proche infrarouge pour surveiller votre vessie et vous alerter quand il est temps d'aller au cabinet. La personne qui le porte recevra simplement une alerte sur son téléphone. Il suffit de poser le patch sur le bas de l'abdomen et de laisser la technologie accomplir son travail. Bien que cette avancée ne soit pas encore disponible sur le marché, on travaille activement à sa commercialisation. Préparez-vous à révolutionner votre routine de travail à domicile avec l'Ampera de Lifespan, l'outil multitâche ultime destiné aux entrepreneurs de la Silicon Valley. Dites adieu à ces agencements de bureaux monotones et bonjour à un dispositif à pédales qui vous garde actif tout en rechargeant vos appareils. En seulement 30 minutes de pédalage, votre téléphone est à moitié chargé. Et si vous voulez vraiment vous donner à fond, vous pouvez même recharger votre ordinateur portable en pédalant. Cet appareil, qui ressemble à un tabouret de bar original assorti de pédales, transforme votre espace de travail à domicile. Selon Jackie Wu, PDG de Lifespan, l'Ampera est incontournable pour ceux qui travaillent depuis chez eux et qui en ont assez d'être vissés à leur bureau toute la journée.
Comment vous sentez-vous lorsque vous apercevez votre reflet dans le miroir dès le matin? Personnellement, je me sens souvent un peu grognon et en manque de caféine. Mais grâce au miroir intelligent BeMind de la société parisienne Barracoda, cet examen matinal peut désormais être bénéfique. Ce miroir magique analyse vos expressions et gestes pour évaluer votre état d'esprit et propose ensuite un coaching personnalisé de santé mentale pour bien débuter la journée. Avec l'aide de l'IA et du traitement du langage corporel, ce miroir offre des méditations guidées, de la luminothérapie et des encouragements visant à améliorer votre humeur. Selon les spécialistes de Barracoda, cette technologie pourrait améliorer la qualité de vie de millions de personnes en enregistrant les changements subtils de leur état de santé. Et ce n'est pas tout. Le miroir peut même vous guider lors de votre train-train matinal de brossage des dents et analyser les besoins de votre peau. Mais la vraie question est, peut-il me préparer une tasse de café? Pas encore, malheureusement. Mais cela pourrait être sa prochaine évolution. Découvrez Costo, la boîte à colis intelligente par excellence qui simplifie votre quotidien. Imaginez disposer d'un gardien personnel, surveillant tous vos colis entrants et sortants et vous avertissant lorsque nécessaire. Plus besoin de saisie manuelle, Custo s'ouvre en scannant simplement le numéro de suivi, grâce à des vérifications en temps réel via plus de 1500 API de transporteurs. L'application mobile vous permet d'accorder facilement l'accès à vos proches, en utilisant des codes QR uniques pour des visites ponctuelles ou régulières. Par ailleurs, soyez certain que chaque livraison vous sera immédiatement notifiée sur votre smartphone. Une petite promenade peut être une excellente manière de faire de l'exercice. Mais parfois, ce n'est pas aussi simple que cela. Que vous soyez à un âge avancé, souffrant de maladies ou simplement en manque de force musculaire, marcher peut représenter un véritable défi pour certains. C'est là qu'intervient WIM, une innovation des experts en robotique sud-coréen. Ce dispositif ingénieux s'attache autour de votre taille et de vos jambes, augmentant votre énergie de 20% lors de la marche. Ainsi, vous pouvez parcourir une plus grande distance sans ressentir une fatigue intense à la fin de votre trajet. La technologie d'intelligence artificielle intégrée analyse votre démarche et anticipe même vos mouvements suivants, s'améliorant à chaque pas. Par ailleurs, WIM n'est pas exclusivement destiné aux athlètes ou aux personnes nécessitant une assistance médicale. Il s'adresse à tous ceux qui souhaitent rendre leur promenade quotidienne plus dynamique. Avec un poids d'à peine 1,5 kg, il se replie en un format compact, idéal pour le transporter dans un sac. Et pour les plus aventureux, il propose un mode d'exercice simulant la marche dans l'eau, ce qui offre un entraînement musculaire complet. Les claviers physiques ont disparu des téléphones portables depuis longtemps, remplacés par les écrans tactiles. Toutefois, Clicks Technology propose une solution pour les nostalgiques des claviers BlackBerry. Cette coque pour iPhone offre l'expérience tactile classique du clavier, développée par une équipe d'anciens employés de BlackBerry, Apple et Google. Bien qu'elle soit un peu coûteuse, à près de $140 la pièce, et légèrement volumineuse, cela importe peu à ceux qui souhaitent retrouver le plaisir de taper comme en 2007. Tous les baumes à lèvres ne se valent pas. LipCure Beam, bien que d'apparence ordinaire, s'avère être l'ultime gadget de beauté. Cet appareil polyvalent analyse vos lèvres, leur prodigue des soins appropriés et ajoute une touche de couleur. De plus, le capuchon élégant de LipCure Beam contient un capteur qui mesure instantanément le niveau d'hydratation de vos lèvres. Une fois retiré, vous disposez d'un outil de maquillage très pratique. Et en quelques gestes, vos lèvres pulpeuses se trouveront sublimées. Conçu avec des matériaux de haute qualité et réactif à la lumière, ce dispositif renforce naturellement les défenses de vos lèvres. Si une question continue de dérouter les archéologues de nos jours, c'est bien celle-ci. Comment les anciens Égyptiens ont-ils édifié ces pyramides monumentales? D'après ce que nous savons à ce jour, leurs moyens semblaient plutôt limités, notamment en ce qui concerne les outils et les matériaux nécessaires à la construction. Bien que nous ne disposions toujours pas d'une réponse pleinement convaincante, certaines théories fascinantes méritent d'être examinées. Parmi ces hypothèses, l'une des plus crédibles évoque une méthode ingénieuse employée par les Égyptiens. Imaginez un instant, ils auraient ainsi bâti une rampe inclinée et sinueuse, composée de briques, de terre et de sable, entourant progressivement la pyramide en construction. Au fur et à mesure que l'édifice gagnait en hauteur, ils auraient simplement ajusté la taille et l'étendue de cette structure. Une méthode ingénieuse qui rappelle un jeu de Jenga antique. Mais alors, comment parvenaient-ils à hisser ces blocs de pierre colossaux jusqu'au sommet? Selon Hérodote, l'éminent historien grec de l'Antiquité,
Ils auraient eu recours à des traîneaux, des rouleaux et des leviers, transformant ainsi le chantier en une gigantesque épreuve de force collective. Toujours d'après ces récits, il aurait fallu pas moins de 20 années pour achever la pyramide de Khéops, ce chef-d'œuvre emblématique. Hérodote ne s'arrête pas là. Il avance un chiffre stupéfiant, affirmant que 100 000 hommes auraient participé à cet incroyable projet. A-t-on engagé l'ensemble de la population égyptienne? Probablement pas. Mais il est plausible que la majorité de ces ouvriers ayant été des paysans mobilisés durant la période de crue du Nil, lorsque les travaux agricoles étaient suspendus. Une organisation ingénieuse adaptée au cycle naturel du fleuve. Les archéologues contemporains ont toutefois apporté des nuances à cette vision. Vers la fin du XXe siècle, des découvertes ont révélé que la main-d'œuvre pourrait avoir été bien moins nombreuse et davantage spécialisée. Au lieu des 100 000 ouvriers supposés, une équipe d'environ 20 000 travailleurs permanents, assistés par un personnel de soutien incluant boulangers, médecins et quelques prêtres, aurait suffi à mener à bien cet exploit architectural. Une autre théorie, pour le moins audacieuse, avançait que les pyramides auraient été bâties de haut en bas. Selon cette hypothèse, ces édifices monumentaux n'auraient été à l'origine que de simples collines isolées servant de carrières. Les pierres en auraient été extraites progressivement, et au fil du temps, des ingénieurs successifs auraient remodelé ces collines pour leur donner la forme des pyramides emblématiques que nous admirons aujourd'hui. Avant de rejeter cette idée comme une pure fantaisie, certains y voyaient une part de plausibilité. Après tout, des collines isolées existent bel et bien dans certains cas, laissant entrevoir une légère possibilité de vérité dans cette hypothèse. Que ce soit à travers la construction de rampes ou des techniques de travail ingénieuses, une chose demeure incontestable. Ces pyramides continuent de fasciner l'histoire et d'alimenter notre imagination. En évoquant les mystères de l'Égypte ancienne, il y a aussi cet immense obélisque inachevé, un vestige intrigant qui suscite de nombreuses interrogations parmi les scientifiques quant à sa méthode de façonnage. Certains pensent que nos ancêtres auraient eu recours à des pilons manuels pour accomplir ce travail colossal. Un spécialiste propose toutefois une interprétation différente. En examinant attentivement les motifs laissés par l'outil utilisé, il souligne une caractéristique intrigante. Les parois des tranchées entourant l'obélisque affichent des stries régulières et bien alignées, ce qui semble improbable si ces marques résultaient uniquement de coups portés par des mains humaines. Selon cet expert, ces striations horizontales sont typiques d'un outil mécanique effectuant des poses régulières tout en retirant la matière. Mais ce n'est pas tout. Imaginez un outil oscillant d'avant en arrière contre les parois de la tranchée, évacuant les débris pour empêcher un rétrécissement progressif. Dans ce scénario, cet outil aurait pu imprimer des stries horizontales particulières aux endroits où il exerçait une pression contre les parois latérales. Cela semble être de la technologie de pointe, n'est-ce pas? Et devinez quoi? Il est peu probable que les Égyptiens de la 18e dynastie aient eu accès à un savoir-faire aussi avancé. Un autre égyptologue renommé, lors de ses explorations, a également découvert plusieurs perceuses à carottes. Bien que les véritables mèches de forage en soient absentes, sa collection renferme des vestiges curieux de carottes en calcaire, en albâtre et même en granit. Les Égyptiens ne se contentèrent cependant pas de ces constructions impressionnantes. En réalité, ils furent les génies à l'origine du miroir portatif. Oui, ce petit miroir que l'on utilise quotidiennement pour inspecter notre apparence. Mais voici l'astuce. Ces miroirs étaient de véritables œuvres d'art. Ils étaient ornés d'inscriptions et de figures décoratives. Ce n'est pas tout. Les Égyptiens prenaient grand soin de leur apparence. Ils comprenaient l'importance de l'hygiène personnelle et de soigner leur image. Dans leur quête de dents éclatantes, ils ont inventé les brosses à dents et le dentifrice. Les problèmes dentaires étaient fréquents à l'époque et leur sourire n'était pas forcément d'un blanc immaculé. L'art dentaire n'était pas leur domaine de prédilection, vous comprenez? Peut-être que leurs esprits étaient plus accaparés par la construction des pyramides. Cela dit, ces anciennes recettes de dentifrice étaient loin d'être inintéressantes. L'une des concoctions les plus originales incluait du sel-gemme, de la menthe, des pétales d'iris séchés et du poivre. Quelques dentistes ont eu le courage de tester cette formule et, à leur surprise, elle s'est révélée assez efficace. De la cendre broyée était incluse dans une autre recette pour préparer une pâte nettoyante pour les dents. Mais l'absence de menthe laissait quelque peu à désirer en matière de fraîcheur. C'est alors que les Égyptiens ont eu l'idée brillante d'inventer les premiers bonbons pour la laine. Ils fabriquèrent des pastilles à base d'épices chauffées, comme la cannelle, qu'ils mêlaient à du miel.
Passons maintenant à l'art de la décoration intérieure, à la mode égyptienne. Ils ont véritablement élevé l'ornementation à un tout autre niveau. Bien que la décoration du mobilier ait pris naissance en Mésopotamie, les Égyptiens l'ont sublimée. Ils ont misé sur une grande variété de couleurs et ont même créé des papiers de différents grammages. Et n'oublions pas ces petits tapis d'appoint que nous possédons tous chez nous aujourd'hui. Devinez qui en a eu l'idée? Eh bien, les Égyptiens. Ils utilisaient la plante de papyrus, extrêmement versatile, pour tisser ces tapis douillets. Et en parlant de tendance, les Égyptiens étaient de grands amateurs de bibelots. Ils possédaient toute une collection de petites figurines représentant des chats, des chiens et des personnages humanoïdes. Ces statues étaient fabriquées dans divers matériaux, allant de la boue séchée au soleil jusqu'à l'or. Tout dépendait de votre richesse. L'agriculture occupait une place de choix dans la société égyptienne, et ils comprenaient bien que l'eau propre était essentielle pour leur culture et leurs bêtes. C'est pourquoi ils ont mis au point des inventions et des techniques visant à garantir la fertilité de leurs terres et le bien-être de leurs plantes. Ils ont d'abord eu l'idée brillante d'utiliser des charrues tirées par des bœufs. Il existait deux types de charrues, lourdes et légères. La charrue lourde labourait en profondeur, creusant de grands sillons, tandis que la charrue légère suivait, aérant la terre. Mais ce n'était pas tout. Après le labourage, les Égyptiens brisaient les mottes de terre et semaient les graines. Pour bien enfoncer ces graines dans les sillons, ils faisaient traverser leur bétail sur le champ, fermant ainsi efficacement les sillons. Mais tout ce travail serait vain si les graines restaient aussi sèches que le désert. C'est là qu'intervient l'irrigation. Les Égyptiens étaient si compétents dans ce domaine que d'autres civilisations, comme les Grecs et les Romains, ont été forcés d'adopter leur méthode. Maintenant, changeons de sujet et plongeons dans l'architecture splendide de l'Égypte ancienne. Ces bâtisseurs n'étaient pas seulement des experts en agriculture, ils étaient aussi des maîtres architectes. Ils ont construit des canaux raffinés pour acheminer l'eau vers les fermes et villages, et croyez-nous, ils savaient comment embellir ces canaux. Imaginez-vous flâner le long d'un canal bordé de structures décoratives. Le pharaon Ramsès II, surnommé le Grand, était un véritable prodige en matière de construction. L'une de ses créations les plus impressionnantes se trouve à Abou Simbel. Ce temple a été conçu de façon à ce que, 2 fois par an, le soleil pénètre directement dans le bâtiment pour illuminer la statue du pharaon. Et n'oublions pas l'encorbellement. Sans cette merveille architecturale, des structures aussi impressionnantes que la pyramide de Khéops n'auraient jamais vu le jour. Les Égyptiens maîtrisaient l'art de faire tenir des édifices majestueux, grâce à leur génie en ingénierie et en construction. Ils ont érigé de vastes salles et des sanctuaires intérieurs qui ne manqueront pas de vous émerveiller. Et certains de leurs temples servaient également d'observatoires astronomiques. L'écrivain de science-fiction Arthur C. Clarke a écrit 2001 l'Odyssée de l'espace en 1968, roman sur une future mission avec un équipage humain vers Jupiter en l'an 2001. Il s'est trompé dans les grandes largeurs. On n'a même pas encore renvoyé des gens sur la Lune. Mais à sa défense, il s'avère que prédire l'avenir est notoirement difficile. Toutefois, certaines choses ne sont pas si difficiles à prédire. Par exemple, avec le déploiement réussi du télescope spatial James Webb, nous pouvons prédire sans risque que de très nombreuses exoplanètes seront découvertes pour la première fois. Ces exoplanètes seront vues dans la lumière infrarouge qu'elles émettent, et non dans la lumière visible. Leurs atmosphères seront identifiées en fonction des gaz qu'elles contiennent. Les manifestations de la vie comme l'ozone, le méthane, l'oxygène et le dioxyde de carbone pourront être détectées si la vie est présente. Les civilisations vivant sur l'une de ces exoplanètes pourront être détectées par les modèles de chaleur de leur ville. Encore une fois, si ville il y a. Il y a aujourd'hui de nombreuses découvertes et inventions dans les laboratoires, ainsi que des groupes de réflexion sur la recherche à venir dans les 10 prochaines années. Tout cela n'est pas seulement très excitant, mais change aussi la vie au niveau social et personnel. Tout comme lorsque les ordinateurs et les téléphones portables ont été produits en masse et distribués dans le monde entier en l'espace de 2 décennies, ce qui a totalement changé la façon dont nous gérons notre vie quotidienne, il y a des choses qui apparaissent aujourd'hui et qui feront paraître nos vies actuelles démodées. La première prédiction de Sympa, nous aurons une langue mondiale unique. Tous les peuples du monde pourront se parler et se comprendre instantanément grâce à des dispositifs de traduction universelle portables et ou implantés. Les systèmes de communication électronique instantanée ont commencé à modifier la société avec l'arrivée du télégraphe et du téléphone au XIXe siècle.
Mais la communication personnelle entre différents peuples et cultures est restée bloquée en raison des différences de langue parlée. Cette barrière sera tombée aux oubliettes de l'histoire d'ici 10 ans. Les appareils de la langue unique mondiale vont ouvrir les yeux et les oreilles. L'intelligence artificielle est la technologie qui permettra à ce langage universel d'émerger. On peut aussi s'attendre à de nombreux autres avantages procurés par l'IA. Elle permettra notamment à la société de se passer de l'argent liquide comme moyen d'échange économique. Il est possible que cela se produise dans les 10 prochaines années. Les difficultés que la société rencontre actuellement avec les différents systèmes monétaires ne sont pas acceptables dans un monde qui ne s'homogénéise pas, mais s'harmonise. Chaque personne sera branchée sur un système économique mondial conçu de manière optimale par l'IA. Cette dernière commencera aussi à déterminer les décisions nationales dans un cadre international de coopération, de coordination, d'arbitrage et de médiation. La guerre deviendra une chose du passé, obsolète, contre-productive pour le développement humain et la coordination économique. Cela peut se produire dans les 10 ans à venir. Là, tu commences peut-être à douter de ces prédictions. Mais garde tes doutes pour toi pour l'instant. Lorsque les astronautes sont allés sur la Lune pour la première fois et qu'ils ont regardé en arrière pour voir notre belle Terre dans l'espace, l'humanité s'est transformée. Tous les développements unificateurs dont nous avons été témoins depuis peuvent être liés à cette vision de nous-mêmes dans l'espace. Et en parlant d'espace, 2 développements dans les technologies des télescopes ont de bonnes chances d'entrer en jeu au cours de la prochaine décennie. Les télescopes à miroir liquide et les télescopes à gaz ionisé sont tout à fait possibles. Les liquides en gravité zéro se transforment eux-mêmes en une surface réfléchissante. Aucun polissage ni aucune optique adaptative ne sont nécessaires. Une énorme surface réfléchissante peut être créée en orbite, si grande que nous pourrions probablement voir les sourires sur les visages des habitants des exoplanètes, s'ils existent, et 1 million d'autres choses trop petites pour être vues avec le télescope spatial James Webb. Ce n'est pas une plaisanterie. La NASA a déjà adhéré à cette idée de télescope à miroir liquide et le teste dans l'espace en ce moment même. Le gaz ionisé, quant à lui, est aussi parfaitement réfléchissant. Avant de parler d'un certain cratère sur la Lune, n'oublions pas que nous avons déjà prévu une mission d'astronautes sur la Lune, appelée la mission Artemis, et qu'elle est presque prête à partir. Bientôt, tu verras des astronautes sur la Lune, et ils porteront des combinaisons spatiales toutes neuves et très belles. Mais pour en revenir à cette histoire de cratère, un cratère lunaire d'1 kilomètre de large pourrait être inondé de gaz ionisé et électrifié avec des générateurs pour créer un miroir télescopique géant à gaz ionisé. Et qui sait ce que nous verrions avec un tel miroir? Les plaques d'immatriculation des véhicules sur les exoplanètes, si elles en ont? Bon, on s'emballe peut-être un peu. Après tout, on ne parle que des 10 prochaines années. Mais tu comprends maintenant pourquoi Arthur C. Clarke s'est tellement emballé lui aussi. Ici, sur la Terre, nous pourrions revoir les aurochs, les dodos et les mastodontes d'ici 10 ans. Nous avons déjà récupéré l'ADN complet de ces créatures disparues, et avec la science de l'épissage des gènes qui semble prendre de l'ampleur, ces espèces d'animaux, et probablement d'autres aussi, devraient pouvoir être reproduites d'ici 10 ans ou moins. Chacune de ces espèces animales a été chassée par les humains jusqu'à l'extinction, si bien que les ramener à la vie soulagerait ne serait-ce qu'un tout petit peu notre conscience écologique. Pour le T-Rex, en revanche, on va réfléchir un peu. Le béton pourrait être totalement remplacé dans les 10 prochaines années, et il devrait l'être au plus vite, parce qu'il n'est pas vert. En séchant, le béton dégage du dioxyde de carbone, un gaz à effet de serre. L'utilisation du béton dans la société moderne est responsable de 8% de toutes les émissions de dioxyde de carbone dans le monde. De plus, le béton moderne perd son intégrité structurelle après environ 80 ans et commence à s'effriter. Nous devrions apprendre des anciens Romains. Le béton romain devient au contraire plus solide au fil du temps. Le professeur Joseph Davidovits, le père de la science des géopolymères, a montré que le béton antique ne séchait pas au sens où nous l'entendons. Il s'anélise, c'est-à-dire qu'il sèche sans rétrécir ni dégager de dioxyde de carbone. À ce jour, la formule de ce béton ancien n'a pas été retrouvée, mais la science des géopolymères travaille dur dans ce sens. On devrait commencer à voir le béton disparaître et les matériaux de construction géopolymères arriver dans les 10 prochaines années. Nos vêtements vont changer du tout au tout. Les techniques de fabrication des tissus en nanofibres continuent d'être perfectionnées.
Ce qu'il n'était possible de fabriquer que sur de petits échantillons de tissu il y a quelques années se transforme rapidement en une technique de production de masse. Nous aurons bientôt des vêtements sans couture en nanotissus très doux et très résistants. Et ce n'est pas tout. La production de nanofibres se mêle à la microélectronique de façon vraiment révolutionnaire. Nos vêtements pourront être capables de sentir, de telle sorte que nos vêtements deviendront une partie de notre corps. D'ici 10 ans, on devrait voir ce type de vêtements apparaître sur les podiums des défilés de mode. On devrait aussi voir de grands changements dans les transports. Les jets de passagers supersoniques promettent d'être monnaie courante d'ici 10 ans. Pendant plus de 25 ans, des années 1970 au nouveau millénaire, nous avons eu le Concorde, un avion français qui pouvait voyager à plus de 2 fois la vitesse du son. Mach 2,02 pour être précis. Il a été retiré pour des raisons de sécurité en 2003. Tout semble maintenant prometteur pour le retour des vols supersoniques de passagers. United Airlines a passé une commande de 13 jets supersoniques pour commencer les vols internationaux de passagers d'ici à peine 7 ans. Le trafic automobile est déjà en train de changer. Les voitures électriques, les voitures à conduite autonome et les modèles hybrides sont déjà sur les routes et dans les rues. D'autres changements sont à venir, car l'essence est de moins en moins plébiscitée. À l'heure actuelle, des véhicules fonctionnant à l'hydrogène sont développés à titre expérimental. Une nouvelle source d'énergie sûre pour les voitures, camions, bateaux, trains et avions trouvera-t-elle sa place sur le marché d'ici 10 ans ? La vitesse du développement technologique n'est pas le seul facteur déterminant. Les préférences des gens sont aussi une grande force motrice. Et ce que l'on constate aujourd'hui, c'est un changement de conscience parmi les populations. Les gens veulent un avenir meilleur et le plus vite possible. Ce changement dans les attentes du public est ce qui motive réellement l'invention, l'innovation et les changements sur les marchés des transports et d'à peu près tout le reste. Notre alimentation évolue elle aussi, et il le faut. Le phénomène appelé étalement urbain contribue à la confiscation de terres qui étaient utilisées pour la production alimentaire. Par conséquent, nous assistons à des changements dans notre agriculture. L'agriculture verticale ou fermes urbaines explose. La science qui se cache derrière l'agriculture verticale s'appelle l'hydroponie. Il s'agit de faire pousser des aliments dans un liquide plutôt que dans de la terre. Les écoles d'agriculture du monde entier se penchent sur l'hydroponie, cherchant comment augmenter la nutrition, réduire le coût de la production alimentaire et augmenter son attrait pour nos palais. Nos océans souffrent de la surpêche des pays développés. La pisciculture devient indispensable. Récemment, les Amis de la Terre ont publié un rapport sur l'aquaculture qui a fortement critiqué certaines pratiques actuelles de pisciculture tout en faisant une série de recommandations pour l'améliorer. Les choses semblent aller de l'avant pour l'élevage de poissons au niveau industriel, que ce soit dans des bassins de confinement dans l'océan ou sur Terre. La bonne nouvelle est que les poissons coopèrent admirablement en restant en bonne santé et en se reproduisant. Il se peut simplement qu'ils se portent mieux lorsqu'ils n'ont pas de prédateurs qui les traquent en permanence. Bref, accroche-toi bien, le futur arrive à toute vitesse. Et vu d'ici, il s'annonce plutôt bien. Beaucoup d'opportunités de nouvelles carrières dans de nombreux domaines, des innovations qui arrivent sur le marché et de nouveaux produits qui créeront de nouveaux modes de vie. Ce que l'on ne sait pas, en revanche, c'est quel genre de coiffure on portera dans 10 ans. T'es-tu déjà demandé à quoi ressembleront les bâtiments du futur ? Accroche-toi bien, car l'intelligence artificielle entend bien révolutionner le monde de l'architecture. L'IA est un allié de poids. Elle peut donner aux architectes d'incroyables outils novateurs afin de créer des structures à couper le souffle, qui ne sont pas seulement surprenantes, mais aussi efficaces que respectueuses de l'environnement. Voyons donc à quoi pourrait ressembler notre avenir proche. Tout d'abord, tu sais que les grandes villes peuvent être congestionnées, voire carrément oppressantes, n'était-ce pas ? Eh bien, devine quoi ? L'IA est là pour rattraper la situation et accroître l'efficience de nos métropoles. Imagine que tu pilotes ta voiture volante. Et oui, ça aussi c'est possible. Grâce à l'IA, la circulation est fluide. Fini les embouteillages interminables. La ville sait où se trouvent les lieux les plus propices aux infractions et prend les mesures qu'elle estime nécessaires pour assurer notre sécurité. C'est comme avoir un justicier à chaque coin de rue. Oublie les ordures qui s'accumulent. L'IA veille à ce que les déchets soient gérés efficacement, ce qui permet à notre ville de rester propre. L'intelligence artificielle peut agir comme un urbaniste tentaculaire, capable d'optimiser tout, ce qui concerne la circulation, la sécurité et l'élimination des déchets. Elle peut analyser des monceaux de données provenant de toutes sortes d'endroits,
comme les capteurs qui nous entourent et les réseaux sociaux. Grâce à toutes ces informations, elle peut aider la municipalité à prendre les meilleures décisions afin d'accroître notre confort. Tu te promènes dans la rue et tes yeux sont instantanément captivés par un bâtiment extraordinaire. Ce courbe et ses caractéristiques futuristes le distinguent de tous les autres. Il ne se contente pas d'attirer ton attention d'ailleurs, il semble également être en harmonie avec la nature. Tu penses sans doute qu'il a été conçu par un architecte de génie, mais tu es loin de te douter qu'il s'agit en fait d'une collaboration entre l'homme et l'intelligence artificielle. Imagine que tu es un ami concepteur hyper connecté, capable de te proposer des milliers d'idées de construction incroyables en un temps record. C'est ce que font les logiciels de conception assistés par l'IA pour les architectes. Ils peuvent générer et évaluer une multitude d'options de conception, en prenant en compte des éléments tels que les meilleurs matériaux à utiliser et l'emplacement idéal du bâtiment. En outre, en analysant les données et en opérant tous les calculs, les algorithmes peuvent aider à optimiser la conception du bâtiment. Ils peuvent le rendre capable de minimiser sa consommation d'énergie, de conserver l'eau et de gérer les déchets comme un pro. Chaque bâtiment s'efforce ainsi de réduire ses coûts, d'économiser l'électricité et de promouvoir un monde plus sain. Le résultat ? Des chefs-d'œuvre d'architecture qui sont à la fois d'une beauté époustouflante et extrêmement pratiques. Le paysage urbain du futur sera constellé de ces structures impressionnantes. Oh, mais ce n'était pas assez impressionnant pour toi. Que dirais-tu d'un étonnant bâtiment futuriste qui semble défier les lois de la gravité ? Il n'est pas fait de briques ou de mortier traditionnels. Oh que non. Cette merveille a été créée grâce au pouvoir de l'impression 3D. Avec l'aide de l'IA, les architectes ont conçu chaque détail et fourni toutes les données importantes, comme les matériaux à utiliser et l'impact des conditions du site sur la structure. Les algorithmes de l'IA ont opéré leur magie afin d'en optimiser la conception, la rendant à la fois d'une beauté à couper le souffle et d'une solidité à toute épreuve. L'impression 3D revient à disposer d'une machine magique, capable de créer des structures ahurissantes tout droit sorties d'un film de science-fiction. Et l'IA intervient pour s'assurer que ces structures ne soient pas seulement belles, mais aussi robustes. Dans la ville du futur, l'impression 3D deviendra l'outil ultime des architectes. Elle leur permettra de créer des structures autrefois impossibles à réaliser. Les possibilités sont infinies, qu'il s'agisse de formes hallucinantes ou de détails complexes. Mais l'IA ne se contente pas d'embellir les bâtiments, elle les rend également confortables et efficaces. Imaginons que tu entres dans un immeuble de bureau futuriste, et tada! Les lumières s'adaptent automatiquement à ton humeur et la température est réglée à ta convenance. Ces bâtiments futuristes sont capables de détecter et de réagir à leur environnement, exactement comme tu le fais. Ils contrôlent l'éclairage pour qu'il soit adapté à l'heure de la journée. Ils gèrent la température pour qu'elle soit toujours agréable. Ils gardent même un œil sur la sécurité et règlent les petites tracas avant qu'ils ne se transforment en gros maux de tête. Ainsi, le bâtiment intelligent sait quand les gens vont et viennent, et il optimise la consommation d'énergie en conséquence, ce qui permet d'économiser de l'argent pour le bien de la planète. Ce qui est génial, c'est que ce ne sont pas là les seules possibilités. Que dirais-tu de transformer les gratte-ciel en une forêt verticale ? Récemment, un architecte indien s'est enthousiasmé des possibilités offertes par l'intelligence artificielle. Il a donc décidé de faire équipe avec une intelligence génératrice d'images appelée Midjourney, afin de produire une vision de l'avenir. Au lieu d'un monde ennuyeux et robotique, il a plutôt cherché à créer quelque chose de spectaculaire. Avec des textes tels que « technologie utopique » et « tour futuriste », l'architecte et l'IA se sont mis au travail. Et devine ce qui s'est passé ? Midjourney ne l'a pas déçu. Le programme a imaginé un monde où les bâtiments étaient recouverts de forêts verticales, luxuriantes et ornés de formes inspirées de la nature. L'objectif était de visualiser un avenir durable, en harmonie avec l'environnement. L'architecte, Manas Bhatia, est donc très optimiste quant au potentiel de l'IA. Il ne la considère pas comme une menace pour son travail, mais comme un puissant outil de changement. Il imagine un avenir où les architectes et l'IA collaboreront pour créer des designs à couper le souffle. Dans son projet, Bhatia a même demandé à l'IA d'imaginer des structures symbiotiques et creuses, ce à quoi elle a répondu par des images d'appartements nichés dans des arbres évidés. Imagine un monde où le bâtiment lui-même devient une partie vivante et respirante de la nature. Bhatia pense que celle-ci devrait jouer un rôle important dans l'architecture. Il aime concevoir des structures qui intègrent la beauté et la fonctionnalité de l'environnement. Qu'il s'agisse de bâtiments construits autour d'arbres ou de façades qui régulent la température, il se plaît à marier l'architecture et le monde naturel.
Avec des architectes comme Manas Bhatia et les capacités de l'intelligence artificielle, un avenir incroyable semble attendre nos métropoles. Prépare-toi donc à entrer dans un monde où la nature et la technologie coexistent en parfaite harmonie. C'est un rêve que beaucoup ont hâte de voir se réaliser. Et si tu n'aimes pas les arbres, pourquoi ne pas imaginer des gratte-ciel qui ne seraient pas faits de briques, mais qui seraient refaits de matériaux gonflables? Zumo, un cabinet d'architectes barcelonais, a exploité la magie de l'IA pour donner vie à ces constructions précaires. Ces superstructures gonflables s'élèvent au-dessus des villes du futur, comme des ballons illuminés dans le ciel. Le plus beau, c'est que ces bâtiments gonflables œuvrent également pour le développement durable. Il serait possible de les gonfler jusqu'à des hauteurs vertigineuses, ou de les aplatir pour faciliter leur transport et les reconstruire là où le besoin s'en fait sentir. De plus, ils seraient alimentés par des énergies renouvelables, de façon à réduire leur impact sur l'environnement. Plutôt cool, non? Ouf! L'avenir semble se rapprocher à vitesse grand V. L'intelligence artificielle pourrait bien devenir la sauce secrète qui rendra le travail des architectes encore plus impressionnant. Mais de grands pouvoirs impliquent trop de grandes responsabilités. Il nous faudra utiliser l'IA avec sagesse et éthique. Pour l'instant, nous n'avons pas à craindre que les machines remplacent entièrement les architectes. L'intelligence artificielle a encore besoin de la main de l'homme, sans quoi nous risquons de nous retrouver avec des bâtiments qui ressemblent à des bananes ou à des cornets de glace écrasés, à moins que ce ne soit ton truc, hein. En outre, les humains ont un avantage important. Ils sont des humains. Nous devons garder à l'esprit que l'intelligence artificielle n'a pas d'intelligence émotionnelle. C'est un génie cérébral, mais elle ne peut pas comprendre pleinement les sentiments et les ambiances que nous autres, humains, affectionnons dans nos espaces de vie. Nous devons donc nous souvenir d'insuffler à nos créations cette touche humaine, ces éléments chauds et douillets qui nous font dire « Ah, je me sens comme chez moi ». N'oublions pas non plus que l'IA est encore en phase d'apprentissage. Elle n'en est qu'à ses balbutiements, et il nous faut être patient et lui laisser le temps de grandir. Si l'on va trop vite, on risque d'aboutir à des conceptions bancales ou à des bâtiments sans queue ni tête. Cela pourrait être intéressant pour les amateurs d'architecture avant-gardiste, mais pour le commun des mortels, non, merci. Alors que l'avenir se dessine à une vitesse fulgurante, nous commençons tout juste à accueillir les progrès de l'IA dans l'architecture. Mais n'oublions pas non plus d'équilibrer cette intelligence avec la touche vivante qui nous est propre. Ensemble, nous pouvons créer un avenir où les bâtiments ne seront pas seulement fonctionnels, mais aussi remplis de chaleur humaine. C'est une aventure hors du commun qui se prépare. À quoi ressemblerait un tour de la Terre à la vitesse de la lumière? Je devine que ça irait plutôt très vite, mais penchons-nous sur les détails. Voyager autour de la Terre à la vitesse de la lumière serait un spectacle époustouflant. Si nous pouvions réaliser un tel exploit par magie, voici à quoi cela ressemblerait. Alors que tu entames ton voyage à toute allure, tout devient flou autour de toi. Le paysage se transforme en une traînée de lumières éblouissantes, comme un feu d'artifice cosmique en accéléré. Le monde apparaît déformé, les bâtiments et les points de repère se confondant avec des traînées de lumière à mesure que tu les dépasses. Les caractéristiques familières des villes deviendraient des couleurs floues, se fondant les unes dans les autres dans un spectacle hypnotique. Le jour et la nuit se fondraient parfaitement, car la rotation de la Terre serait devenue un tourbillon indiscernable. Cependant, n'oublie pas qu'à la vitesse de la lumière, le temps lui-même se comporterait de manière étrange. Pour vous, le voyage pourrait sembler instantané. Mais à ton retour, tu constaterais qu'il s'est écoulé beaucoup plus de temps pour tous les autres. C'est comme si tu faisais un voyage à la vitesse de l'éclair, alors que le reste du monde vieillit. Malheureusement, atteindre la vitesse de la lumière est actuellement au-delà de nos capacités technologiques. D'accord. Mais sais-tu ce qu'est réellement la vitesse de la lumière? Dans la vaste étendue du grand néant, la vitesse à laquelle la lumière voyage est un chiffre étonnamment précis. 299 792 458 mètres par seconde. C'est une constante universellement reconnue appelée c, c'est-à-dire la vitesse de la lumière. En s'appuyant sur les principes révolutionnaires de la théorie de la relativité restreinte du physicien Albert Einstein, qui constitue le fondement de la physique moderne, nous arrivons à une constatation remarquable. Rien dans l'univers ne peut dépasser la vitesse de la lumière. Selon cette théorie, lorsqu'un objet s'approche de la vitesse de la lumière, sa masse s'élève en spirale vers l'infini. Par conséquent,
La vitesse de la lumière fonctionne comme une limite de vitesse cosmique indiscutable, exerçant son influence sur l'ensemble de l'univers. La rapidité de la lumière est telle, oui, j'ai bossé mon sujet, qu'elle sert à définir des unités de mesure internationalement reconnues, comme le mètre et le mile. Le National Institute of Standards and Technology des États-Unis révèle que la vitesse de la lumière contribue même à la définition du kilogramme et de l'unité de température connue sous le nom de Kelvin. Parlons maintenant de la vitesse de l'obscurité. L'obscurité, l'insaisissable contrepartie de la lumière, voyage apparemment à la vitesse de la lumière elle-même. En réalité, l'obscurité n'existe pas en tant qu'entité physique distincte, mais correspond plutôt à l'absence de lumière. Chaque fois que tu bloques une partie substantielle de la lumière, comme lorsque tu joins tes mains, l'obscurité remplit le vide. Lorsqu'on parle de vitesse, on peut considérer que l'obscurité est ce qui émerge une fois que la lumière cesse d'éclairer et qu'elle semble se déplacer à la vitesse de la lumière. Tu me suis toujours? Oui, mon cerveau commence lui aussi à suinter par les oreilles. Quoi qu'il en soit, partons pour un voyage dans l'espace lointain, loin de toute source de lumière, comme le soleil rayonnant. Imagine que tu es une ampoule fixée au nez de ton vaisseau spatial, émettant sa luminosité dans toutes les directions à travers l'espace à la vitesse de la lumière. Si tu éteins momentanément l'ampoule et que tu la rallumes, un phénomène fascinant se produit. La lumière continue à se propager dans toutes les directions depuis le moment où tu as éteint l'ampoule, et d'autres faisceaux lumineux suivent après que tu aies rétabli sa luminosité. Cependant, au milieu de ces sphères de lumière en expansion, une région intrigante émerge. Il s'agit de l'espace intermédiaire où il n'y a pas de lumière parce qu'aucune n'a été produite pendant la brève période où l'ampoule était éteinte. Ainsi, dans ce spectacle cosmique, l'obscurité semble se joindre au voyage aux côtés de la lumière, semblant la poursuivre à la vitesse de la lumière. Cela nous rappelle que même en l'absence de lumière, il existe une interaction enchanteresse entre les ombres et les lumières, chacune jouant son rôle unique dans la vaste tapisserie de l'univers.